C'est la principale source d'énergie renouvelable en France, l'hydraulique, loin devant l'éolien et le solaire. Mais cette énergie verte ne représente qu'une goutte d'eau par rapport au nucléaire, plus de 70% de notre énergie aujourd'hui. Pour réduire cette part du nucléaire, la France va devoir produire beaucoup plus d'énergie renouvelable. Mais ces énergies vertes sont-elles vraiment rentables? Réponse dans cette enquête de région. Le barrage du Saillant en Corrèze est l'un des 2300 barrages hydroélectriques de France. Combien coûte cette énergie renouvelable? Quels sont ses avantages et inconvénients? C'est ce que nous verrons. La France est à la traîne en Europe en matière d'énergie renouvelable. En 2017, selon Eurostat, 16% de notre énergie provient du renouvelable. C'est moins que la moyenne européenne et on est loin de la championne, la Suède, plus de 50%. Alors comment peut-on rattraper ce retard sans faire flamber notre facture d'électricité? Et comment se positionne notre région dans la production d'énergie renouvelable? C'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, les énergies solaires, en fait, il faut qu'elles soient compétitives avec des prix de vente d'électricité faibles. Rendez-vous compte, en France, il faut en moyenne 3 ans pour obtenir une autorisation. Et si on compare avec nos voisins européens, on est plutôt sur 9 mois de moyenne en Europe. Je leur ai fait confiance. Mais malheureusement, je pense que j'aurais dû être beaucoup plus attentif que j'ai été. Nous voici à présent dans les entrailles du barrage du Saillant, sous la retenue d'eau. Nous découvrirons tout à l'heure les coulisses de la production d'énergie hydroélectrique. Avant cela, première enquête consacrée à une énergie en vogue, le photovoltaïque. Notre région est numéro 1 en France dans ce domaine. La plus puissante centrale photovoltaïque du pays se trouve en Gironde. Mais investir dans des panneaux solaires, est-ce rentable pour les industriels et les particuliers? Regardez. Moi je tire un peu et toi tu pousses beaucoup. Voilà. J'ai. Levez les yeux. Il y a de plus en plus de panneaux photovoltaïques sur le toit des particuliers. Gaëtan et Clara ont investi dans cette maison de campagne à rénover, tranquille et à l'écart dans un bois du sud Gironde. Le jeune couple a fait le choix de l'autoconsommation. Coût du chantier, 3 100 € avec les aides de l'État pour 8 panneaux photovoltaïques qui produiront 40% de l'électricité de la maison. Selon leurs calculs, l'installation solaire sera amortie en 8 ans. Nous, c'était déjà principalement d'un point de vue écologique, c'était de pouvoir participer activement à la transition écologique, transition énergétique, puisque les panneaux solaires produiront, dès qu'il y a du soleil, de l'électricité et qu'elle ne sera pas forcément consommée au moment présent, le surplus d'électricité sera réinjecté dans le réseau électrique et donc on revendra le surplus. Un surplus revendu 10 centimes le kilowattheure à EDF. La consommation d'électricité du ménage est estimée à 1 000 € par an. Grâce au photovoltaïque, ces propriétaires feront baisser leur facture annuelle de près de la moitié. Certains mois, il n'y aura carrément pas de facture d'énergie à payer. Le chêne, comme ça, il fera moins d'ombre dessus. Ah oui. Voilà. Cet installateur a été un des pionniers du solaire en Gironde il y a 15 ans. Selon lui, les installations coûtent 3 fois moins cher aujourd'hui. Le marché du photovoltaïque est du coup devenu rentable pour les particuliers. Depuis 2 ans, en fait, le marché de l'autoconsommation peut éclore parce que maintenant on est dans un modèle qui est vraiment économiquement rationnel, où on a des prix d'installation qui ont baissé. En fait, il y a des prix de connexion qui sont ridicules. Par exemple, comme une installation comme ici, il y a 50 ou 60 € de frais de connexion. Avant, c'était plutôt 2000 € à peu près. Et donc aujourd'hui, il y a une certaine maturité qui fait qu'on arrive à produire un kilowattheure qui est... dans l'industrie, on arrive à descendre à 5 centimes à peu près en faisant des grosses installations en autoconsommation. Mais pour une maison comme ici, pour des particuliers, on arrive à produire un kilowattheure aux alentours de 8-10 centimes, quelque chose comme ça. Un tarif moins cher que celui vendu par EDF et des matériaux plus fiables, comme ces panneaux monocristallins dont la durée de vie peut aller jusqu'à 45 ans. En fait, maintenant, le solaire, c'est la façon la moins chère de faire de l'électricité maintenant. C'est moins cher que le nucléaire, que le charbon, que le gaz, etc. C'est bon pour les affaires, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. Les économies.
Chez ce viticulteur girondin, ce n'est pas 8, mais 300 panneaux photovoltaïques orientés plein sud. En 2012, Patrick Thomas a investi dans la construction d'un hangar agricole et fait équiper toute la surface du toit en solaire. Ça fait une installation donc, qui a 7 ans et voilà, qui vit bien. On n'a pas de soucis. Moi, j'ai un contrat d'entretien. Ils viennent resserrer les connexions, le lavage du toit, le menu entretien, mais on ne tombe pas en panne, rien du tout. Donc ça produit tout à fait correctement. L'électricité produite ici n'est pas destinée à sa consommation personnelle. Elle part directement dans le réseau collectif pour alimenter une quinzaine de foyers des environs. Son objectif, faire des bénéfices. Moi, je l'ai vu plutôt dans l'optique d'un plan retraite. C'est-à-dire, on a une production garantie sur 20 ans et on a fait un crédit sur 15 ans qui correspond à mon départ en retraite, enfin à notre départ en retraite qui était autour de 64 ans à peu près, voilà, 64 ans. Hein. Et donc les 5 dernières années, avec un prix garanti, nous offraient un revenu complémentaire. Voilà. Les retraites agricoles sont ce qu'elles sont proches du minimum vieillesse. Donc voilà, il fallait trouver des solutions. Dans son contrat, EDF lui rachète 29 centimes le kilowattheure, un tarif garanti qui augmente tous les ans, ce qui lui assure un revenu confortable. 24 000 € à peu près par an, en moyenne. En moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend des années ensoleillées ou pas. Vous êtes content de cette rentabilité ? Très content, c'est conforme aux objectifs. Donc voilà, au fil des années, on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement pas de perte. On a des panneaux de bonne qualité, sans doute. On a une production toujours qui était très importante. Ici, ce n'est pas 8, ce n'est pas 300, mais 1 million de modules photovoltaïques sur 260 hectares, du solaire à perte de vue. Cette centrale, située à 20 km au sud de Bordeaux, est la plus puissante d'Europe. Particularité, les panneaux sont orientés est-ouest pour optimiser la captation de l'ensoleillement. Ce parc solaire appartient à Neoen, le numéro 1 français des énergies renouvelables. Donc là, avec l'ensoleillement du mois de février, qui est un ensoleillement record pour la région, c'est jackpot. Ouais. Un parc comme celui-ci, on imagine que c'est très rentable. Alors, c'est pas très rentable, c'est rentable. Aujourd'hui, les énergies solaires, en fait, il faut qu'elles soient compétitives avec des prix de vente d'électricité faibles. Donc aujourd'hui, on ne va pas avoir des marges qui sont extraordinaires sur des parcs solaires. Ça, c'est une idée un petit peu reçue. Ce parc il a été mis en service en 2015. Le contrat d'électricité va durer 20 ans. Il y a une rentabilité qui va être de plus en plus bonne. Donc on a besoin d'avoir une visibilité, d'avoir un tarif d'achat qui est garanti sur cette durée-là. Ce qui est sûr, c'est que la centrale girondine produit beaucoup d'énergie, l'équivalent de 250 000 foyers, ce qui correspond à une ville comme Bordeaux. Alors, combien peut-elle rapporter chaque année ? On a 105 € du mégawattheure et on a à peu près ici en production 350 gigawattheures par an. Donc voilà, si on peut faire le calcul à la calculatrice ensuite. Selon nos calculs, la centrale rapporterait 350 millions par an. En Gironde, les champs de lumière se multiplient ces dernières années, ce qui en fait le département le mieux équipé en Nouvelle-Aquitaine. Le photovoltaïque, une filière d'avenir, dans laquelle investissent aussi désormais les collectivités territoriales, comme ici à Saint-Magne. Via un fonds d'investissement public-privé, la région a participé au financement de 40 000 panneaux pour un montant de 12 millions d'euros. À la clé, des recettes fiscales pour les collectivités. Mathieu Godefroy, c'est quoi l'avenir du photovoltaïque sur le plan financement ? Alors pour nous, l'avenir du financement des énergies renouvelables, c'est le co-développement, la co-construction, cofinancement de projets. Aujourd'hui, la loi nous permet de cofinancer ces projets avec les collectivités, avec les citoyens, avec des fonds régionaux, avec les SEM territoriales aussi, et puis bien sûr les développeurs privés dont c'est le métier, pour que les parcs soient pérennisés sur leur territoire et profitent le plus possible, les retombées profitent le plus possible à ces différents acteurs. Et là, c'est un bon exemple finalement, Saint-Magne. Oui, c'est un très bon exemple puisqu'on nous sommes sur des terres appartenant à la collectivité. Donc le loyer va pour la collectivité, les taxes vont pour la collectivité et l'investissement a été partagé
par le développeur à des acteurs du territoire, tels que Terra Énergie, et par le financement participatif pour les citoyens. Direction le Médoc. Dans ce village de 1000 habitants, l'opération photovoltaïque a été fructueuse. Cette fois, ce n'est pas la production d'énergie solaire qui rapporte, mais la terre. Et écoutez, alors ça nous rapporte exactement 135 000 € par an de revenus nets. Est-ce qu'on peut dire que c'est du beurre dans les épinards pour une commune comme la vôtre? C'est du beurre, je ne sais pas si on peut y ajouter les épinards, mais en fait c'est du beurre pour la commune, oui, tout à fait. 135 000 €, c'est 10% du budget de la commune. Une manne importante qui va permettre d'aménager le bourg et surtout de construire 5 classes supplémentaires et une cantine à côté de l'école actuelle, devenue trop petite. Une fierté pour le maire, qui a mis 8 ans à finaliser le projet. Suite aux destructions causées par la tempête de 2009, les élus ont décidé de consacrer 120 hectares de forêt communale au photovoltaïque, là où le bois avait été dévasté. C'est une forêt de production, donc elle est soumise à tous les aléas climatiques, la tempête, le feu, etc. Et donc c'est forcément, le photovoltaïque est plus rentable que la forêt? Tout à fait. Un projet qui a séduit le groupe Engie. Nous, pour les 120 hectares, on va toucher 1 200 € de net de loyer. Voilà. Et on a un contrat sur 35 voire 40 ans, avec une extension possible sur 40 ans. 1 200 € l'hectare? L'hectare. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça a été dur de négocier avec le constructeur? Assez, oui. C'est quelque chose de toujours délicat, les finances. Eux, ils ont un contexte économique à assurer et nous, également. Donc c'est un peu par la guéguerre, puisqu'il faut un accord. Mais c'est business. C'est business. Engie produit ici une électricité très compétitive et en grande quantité, qui alimente 65 000 habitants. Les Landes de Gascogne ont des atouts incontestables et durables pour la filière, de grands espaces et l'ensoleillement. De retour au barrage du Saillant pour cette enquête de région sur la rentabilité des énergies vertes. L'hydraulique est donc la principale source d'énergie renouvelable en France. Sur la Dordogne et ses affluents, comme ici la Vézère, on dénombre une 60aine de barrages hydrauliques exploités par EDF. Bonjour Mathieu Chargueron. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce site dont vous êtes le responsable. Quelle quantité d'énergie finalement fournit ce barrage du Saillant? En 2018, le barrage du Saillant a produit 50 gigawattheures. C'est l'équivalent d'une ville de 17 000 habitants. Comment cela fonctionne concrètement un barrage? On est en dessous de la retenue d'eau. Alors comment ça fonctionne? Vous avez effectivement le barrage, ici le barrage du Saillant qui fait 28 mètres de haut, 96 mètres de large, qui crée une retenue d'eau. Cette retenue d'eau, elle va être emmenée via une galerie, via un grand tuyau à travers cette montagne. Qui passe sous la montagne qui est là, oui, d'accord. Exactement, il passe sous la montagne qui est là. Il va être emmené jusqu'à une usine de production. Et cette force hydraulique, elle va être transformée dans un premier temps en force mécanique via les turbines. Et cette turbine va alimenter un alternateur. Un alternateur, c'est quoi? C'est une grosse dynamo qui va créer de l'électricité et qui va être distribuée sur le réseau. Le fonctionnement du barrage du Saillant, c'est un fonctionnement au fil de l'eau. L'eau qui va rentrer dans le barrage n'est pas stockée, il est automatiquement produit par les machines. Donc l'usine va démarrer un groupe, 2 groupes, 3 groupes en fonction du niveau d'eau qui va rentrer dans les aménagements. Et en fonction de ça, produire de l'électricité. D'accord, donc il produit plus ou moins d'électricité en fonction de la quantité d'eau qui arrive. Exactement. D'accord. Ce barrage du Saillant donc, date des années 30. Pour le moderniser ces dernières années, il y a eu plus de 4 millions d'euros investis. Est-ce que ça coûte cher de produire de l'énergie avec un barrage comme celui-ci? Alors ça ne coûte pas c'est forcément plus cher qu'un autre moyen. C'est des barrages, effectivement vous le dites, un barrage de 1929. En fait c'est 90 ans aujourd'hui, il a évolué, il a été adapté au fil des ans. Ça reste rentable, tout à fait. J'ai quitté la Corrèze pour la Haute-Vienne, à une centaine de kilomètres au nord du barrage du Saillant. Nous voici à proximité du chantier d'un parc éolien.
Les pales de ces 6 machines en cours d'installation sont parmi les plus grandes jamais posées en France. Mais impossible pour nous d'approcher plus près, nos demandes d'accès n'ont pas abouti à cause des contraintes de tournage illégitimes imposées à la dernière minute par un sous-traitant. En France, on dénombre quelques 6000 éoliennes. Aucune en Aix-Aquitaine, alors qu'elles foisonnent en Aix-Poitou-Charentes. Comment expliquer cette situation et à qui profitent ces éoliennes souvent décriées pour leur impact environnemental? Regardez. Au cœur de la campagne poitevine, des panneaux jaunes ont fleuri un peu partout. À quelques mètres du prieuré de Ville-Salem, joyau de l'art roman, un avis d'enquête publique évoque la possible installation sur la commune voisine d'autres monuments, des éoliennes. Un projet qui divise les habitants. Quand il y a quelque chose qui se met en route, il y en a toujours qui sont pour, les autres sont contre. Ça a toujours existé. L'Iglé, aux confins de la Vienne, c'est un village de 319 habitants. Une bourgade, à 2 pas du Berry et du Limousin, d'ordinaire tranquille. De là à mettre éolienne, la tension monte à l'Iglé. On dirait qu'on est en guerre. Faut arrêter, hein. Ah, peut-être le mien. Ici, le maire est favorable à l'implantation de 10 éoliennes. Une opération qui pourrait rapporter 50 000 € par an à la municipalité. Le principal, c'est que je crois en l'éolien. Le deuxième, en tant que maire, ça m'intéresserait d'avoir des recettes supplémentaires par un moyen quelconque. Comme dans nombre de villages concernés, une association s'est créée avec un objectif, lutter contre ce projet d'implantation. On a une campagne quand même qui est très préservée, un bocage qui est très dense, avec un maillage de haies, etc. Et c'est vrai qu'un projet de 10 éoliennes, 280 mètres de haut, ça va impacter gravement tout un paysage. Elles sont apparues il y a quelques années et sont en train de se multiplier. Aujourd'hui, l'essentiel des éoliennes existantes et des projets en cours se concentrent au nord de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement dans l'Aix-Poitou-Charentes. C'est dans la Vienne que le développement est le plus important. Avec dans ce document de la Direction régionale de l'environnement la puissance du parc pour le département, le nombre de mégawatts à construire et celui à l'étude. Plus à l'ouest, ces éoliennes pourront développer 2 mégawatts chacune. Ce nouveau parc en comptera 9. C'est Cergy, le premier producteur public d'énergie verte dans la région, qui en est à l'origine. La société possède 47 éoliennes en Aix-Poitou-Charentes. Pour elle, le sud de la Vienne fait partie des zones propices au développement du secteur. Il se présente un certain nombre de caractéristiques favorables, c'est-à-dire des habitations qui sont assez regroupées, donc qui laissent des espaces favorables au développement de l'éolien, un potentiel éolien qui est un peu plus important sur le sud du département ou sur le sud-ouest du département de la Vienne. Donc on est sur des zones plutôt favorables, et c'est ce qui explique qu'il y ait plus d'éoliennes aujourd'hui sur le sud du département que sur le nord du département de la Vienne. Non loin de là, à Mauprévoire, Cergy veut justement construire 5 éoliennes, un deuxième promoteur 5 également. Ici, 10 turbines pourraient donc être installées près de la demeure de Victoria Scars, citoyenne anglaise, résidente depuis 15 ans. Son château ne serait pas le seul impacté. Et ça va se trouver entre l'abbaye de Charroux, le château de Mauprévoire et l'abbaye de la Réau. Tout ça dans un même... Si l'association ne rassemble qu'une quarantaine de membres, pour se faire entendre, elle compte jouer sur la proximité de monuments classés et sur la covisibilité avec les éoliennes. Là. On a fait une photo aérienne de Mauprévoire, voilà, avec la bergerie, l'abbaye de la Réau, et la même avec les éoliennes. Pour beaucoup d'élus et d'opposants, s'il y a bien un désert, il est d'abord éolien et se trouve dans l'Aix-Aquitaine. Aucune structure n'y est implantée et les projets y sont rares. Il y a une espèce d'histoire en fait de l'Aix-Aquitaine avec quelques légendes. Il n'y a pas de vent en Aix-Aquitaine, qui fait qu'installer des parcs éoliens a été un petit peu complexe. Et puis au niveau de l'Aix-Aquitaine, on a aussi beaucoup de territoires de l'armée qui sont préservés. Donc l'Aix-Aquitaine doit aussi prendre sa part, comme l'a pris massivement l'Aix-Poitou-Charentes et comme est en train de le prendre l'Aix-Limousin. En attendant, le sud de la Vienne attise toujours les convoitises malgré l'opposition de certains maires. À Adrier et Husson, où des éoliennes existent déjà, le groupe allemand Volkswind veut imposer ses nouveaux projets contre l'avis même des élus. Une pratique contraire à la charte de bonne conduite du secteur. Face à l'appétit des professionnels, les élus locaux avouent leur impuissance.
Aujourd'hui, l'avis des municipalités ne compte pas, l'avis de la préfecture pas beaucoup non plus. Et donc le ministère s'est engagé dans une transition écologique essentiellement éolienne pour notre territoire. Et il y a une déréglementation, une dérégulation totale du marché. C'est les entreprises qui portent des projets qui sont dominantes sur le marché aujourd'hui. Dans les campagnes, va se poursuivre une mutation énergétique dont l'origine remonte au schéma régional éolien de 2012. À l'époque, plus de 200 communes de la Vienne étaient identifiées comme des zones favorables. Alors qu'un vent de révolte commence à souffler, une certitude, plusieurs centaines d'éoliennes devraient apparaître dans le paysage poitevin ces prochaines années. Les énergies vertes sont-elles rentables? C'est le thème de cette enquête de région. Nous sommes de retour à proximité du chantier du parc éolien des Landes en Haute-Vienne. Bonjour Vincent Vignon. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous représentez l'association France Énergie Éolienne qui regroupe 90% des acteurs du milieu éolien. On va parler de l'avenir de l'éolien justement. Sur ce projet des Landes, l'enquête publique date de 2015. On est en 2019, le chantier est toujours en cours. Comment expliquer que les délais soient aussi longs? Il y a plusieurs explications. La première, ce sont les autorisations administratives et les procédures que nous connaissons en France. On parle souvent du millefeuille administratif et c'est toujours des procédures qui sont extrêmement longues. Rendez-vous compte, en France, il faut en moyenne 3 ans pour obtenir une autorisation et si on compare avec nos voisins européens, on est plutôt sur 9 mois de moyenne en Europe. Alors pour la Charente-Maritime, les choses se compliquent entre guillemets puisque le président du conseil départemental Dominique Bussereau a réclamé fin mars un moratoire de 2 ans sur des installations de nouvelles éoliennes. À ce rythme-là, quel est l'avenir du marché éolien dans ce département et ailleurs dans la région et en France? L'avenir de la filière éolienne, elle est devant nous. On n'a fait qu'une petite partie du chemin. Les objectifs et les priorités de la transition énergétique sont clairement affichés par tous. Avoir certains hommes politiques qui adoptent des positions dissidentes, voire réfractaires, c'est normal, c'est le jeu de la politique française. C'est possible de construire plus discrètement? C'est possible, mais en réalité, ça n'a pas de sens. Qu'elle fasse 120 mètres comme on en a mis il y a 10 ans, ou 200 mètres comme celle-ci, l'intégration paysagère est à peu près la même. La seule différence, c'est qu'avec des éoliennes qui sont de plus grande dimension, on met forcément moins d'éoliennes sur un même site. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'intégrer, comme ici, 6 éoliennes, plutôt que d'en mettre une douzaine. Et pour autant, ce parc, à terme, va alimenter quelques 10 000 foyers. Il va falloir les multiplier, les parcs, pour alimenter toute une région en éolien. Oui, il faut les multiplier et il ne faut pas oublier de développer les autres sources d'énergie renouvelable. Je pense notamment à l'énergie photovoltaïque. Et surtout, il faut réduire nos consommations. La France s'est fixé des objectifs dans le cadre de la loi sur l'énergie et le climat, objectif pour 2030. On le disait, il va falloir notamment réduire notre consommation d'énergie, environ moins 20%. Pour y arriver, il faudra par exemple mieux isoler son logement. Alors, à quel prix peut-on rendre son logement moins énergivore et comment éviter les pièges? Regardez ces exemples en Limousin. En plein cœur de la campagne limousine, la famille des Martons vit ses derniers moments dans une maison construite dans les années 80, très énergivore. Hop, on y va. Ça passe? La vente vient d'être conclue, alors ils déménagent. Oui, un peu d'émotion, surtout moi, ça fait 60 ans que j'habite ici. J'ai toujours habité dans ce village. Ces jeunes retraités vendent leur maison parce qu'ils ont un projet. Ils vont s'installer dans une petite ville, près des commerces, sur un terrain qui leur demandera moins d'entretien, où Alain Desmartons, qui est un ancien chauffagiste, a fait construire un vrai petit bijou d'économie d'énergie. Moi, par le métier, les gens me demandaient qu'est-ce qui est le plus cher, c'est le gasoil, c'est le gaz, c'est le bois. Moi, je leur disais, ce qui est le mieux aujourd'hui, c'est l'isolation. Donc, ce que j'ai fait, pour la maison neuve, j'ai fait une super isolation. Près de Limoges, Mathieu Fabre rentre chez lui. Ce conducteur de travaux a contribué à la construction de certains des bâtiments basse consommation de son quartier. Il a profité de son savoir-faire pour concevoir sa propre maison, tout près. Le fait d'être dans le milieu du bâtiment, ça nous permet d'avoir un relationnel
important avec donc tous les professionnels du métier et effectivement ça nous permet de choisir au mieux les produits adaptés pour ce qu'on a envie de faire. Mathieu a opté pour la bonne isolation, le mode de chauffage le plus approprié, plancher chauffant et pompe à chaleur. Sa maison lui a coûté entre 15 et 20% de plus par rapport à la normale. On a voulu poser la maison sur le terrain et profiter toute la journée effectivement pleinement du soleil. Donc ça a commencé par ça et après on s'est penché un petit peu plus sur les installations qu'on a voulu penser à l'intérieur effectivement. Mais il ne regrette pas son investissement, il coule ici des jours heureux avec sa famille. Ce jour-là, Alain Desmartons est dans sa nouvelle maison, en compagnie de l'artisan qu'il a choisi pour installer son plancher chauffant. Un dernier contrôle de routine. Il n'y a pas de fuite apparente. Ça fait déjà 3-4 jours qu'il est sous pression à 6 bars. Et il faut être très, très rigoureux sur cette préparation parce que si malheureusement on a raté une étape, ça sera la destruction du plancher chauffant qui peut être mis en cause dans les années à venir. Les 750 mètres de tuyaux ont été installés en fonction d'une étude thermique très précise. Une fois le camion de béton arrivé, tout va très vite. Pas d'imprévu, tout va bien, ça coule tout seul, impeccable. Plusieurs mètres cubes d'une chape liquide sont déversés dans la maison. Elle mettra environ 4 semaines à sécher. Une fois que tout sera branché, la dalle sera chauffée à 28 degrés seulement, bien moins que les premiers planchers chauffants qui occasionnaient quelques problèmes. On n'a plus l'inconvénient des anciens systèmes où on travaillait avec des dalles très chaudes et qui avaient pour réputation justement de faire enfler les jambes et d'avoir un certain inconfort. Chez les Fabre, on s'est tellement habitué au plancher chauffant qu'on a pris l'habitude de se promener en chaussettes dans la maison. Il est donc alimenté par une pompe à chaleur. L'installation a été choisie en fonction de l'orientation, de l'isolation et bien sûr du budget de la famille qui aujourd'hui se chauffe pour un prix dérisoire. Pour notre maison d'une surface d'un peu plus de 125 mètres carrés, effectivement, on est sur une base arrondie à 100 € par mois, tout compris, chauffage, électricité compris. Ça fait 1 € du mètre carré? Un peu moins d'1 € du mètre carré. Un peu moins d'1 € du mètre carré. C'est rien du tout. Effectivement, oui, on s'y retrouve tous les mois. Voilà. Mais le rêve peut vite se transformer en cauchemar quand on est mal conseillé. Nous sommes à Rochechouart, chez Michel Boulestet, un ouvrier retraité qui touche moins de 1 000 € par mois. Bonjour monsieur Boulestet. Bonjour monsieur, ça va? Oui, vous nous montrez tout ça? Oui, allez, venez. La pompe, oui. 2 pompes à chaleur lui ont été vendues. La première alimente un ballon d'eau chaude dernier cri posé entre le lavabo et la cheminée. C'est ce qu'on appelle un chauffe-eau thermodynamique. Bon, il est entièrement, comment dirais-je, électronique. La seconde lui sert à se chauffer. C'est alimenté par quoi ça? Ben ça, c'est alimenté. Il y a une autre pompe à chaleur de l'autre côté. Et ça ne chauffe que votre chambre? Voilà, ça chauffe que la chambre. Tout a commencé par un simple démarchage téléphonique. Bilan, un endettement de 14 000 €. Ils sont venus avec un appareil pour pouvoir, je ne sais pas comment on appelle ça, moi, pour... Faire des mesures? Oui, voilà, faire des mesures, tout ça. Et après, bon, ben, ils en ont déduit qu'il me fallait ces appareils comme ça. Voilà. Et bien sûr, bon, ce sont tout à fait de jeunes commerciaux. Bon, je leur ai fait confiance. La facture d'électricité a presque doublé, 180 € par mois. Pour comprendre l'origine du problème, le chauffagiste Thierry Béran a accepté d'inspecter l'installation en compagnie du représentant d'une association de consommateurs. Bon, il y a eu quelques coups de peinture. Oui, mais ça isole pas, monsieur Boulestet. Oui, je sais bien, mais... Je veux dire, proprement dit, il n'y a pas eu d'isolation par l'intérieur, par l'extérieur. Non. Au niveau du grenier, des choses comme ça. Non, la laine de verre et d'époque, il y en a au moins? Non, même pas. Même pas, donc voilà. Le verdict est sans appel, la maison n'est pas isolée, sans aucune aération, et le ballon d'eau chaude de 270 litres serait adapté pour une famille de 5
à 6 personnes. La chaleur qui va être fournie, c'est une perte totale. Et je veux dire, pour moi, c'est un défaut de conseil. On ne fait pas une installation, on va dire, à la sauvage, comme ça. Il faut prendre en compte, ce que je disais à M. Boulesté tout à l'heure, un minimum d'isolation au niveau des comptes. C'était vraiment le minimum avant de faire quoi que ce soit d'autre dans cette maison. Ouais. Voilà. C'est la SMER, une société des environs d'Angoulême, qui a effectué les travaux. Son directeur nie le défaut de conseil. La question, c'est est-ce que la priorité, c'est l'isolation ou c'est d'avoir de l'eau chaude pour se chauffer? Il s'est trouvé qu'on n'est pas idiot, on fait aussi l'isolation des combles, on fait aussi les menuiseries. Donc l'idéal dans cette maison-là, ça aurait été de faire le packaging complet. Je suis d'accord avec vous. Qui dit packaging complet dit forcément une somme plus importante. L'urgence, c'était pour lui, puisque c'est ce qu'il a demandé, d'avoir de l'eau chaude, et je pense que c'est quelque chose qui peut se comprendre, on est d'accord. La deuxième des urgences, c'était à l'époque, tout au moins ce qu'ont été ressentis par les commerciaux, c'était une partie chauffage, puisque le chauffage est important. Pour éviter les problèmes, quand on n'est pas un expert, il est possible de demander conseil dans un point info énergie. Bonjour. Bonjour. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de l'isolation des combles pour 1 €. Et là, méfiance. Jean-Jacques Rabage, première. Boum. On en achète pour 1 €, mais voilà, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Alors, il y a de bonnes opérations qui ont été faites, mais malheureusement aussi, il y a des opérations qui ne le sont pas. Donc avant, nous, les gens, on peut les conseiller sur ce type d'isolation, mais on peut peut-être leur demander d'augmenter de la qualité. Par exemple, travailler sur des matériaux d'origine biologique, par exemple, comme cette ouate de cellulose. Ça coûte beaucoup plus cher. Alors, pas beaucoup plus cher, ça coûte plus cher, mais quand on travaille en isolation en euros, on ne propose pas ça. Salut chauffagiste, ça va? Ça va. La chape de béton a été coulée il y a une semaine chez Alain Desmartons. Elle n'est pas totalement sèche, mais on peut déjà marcher dessus, si bien que la chaudière à condensation peut être livrée. Quand on commence à poser la chaudière, c'est bon signe. Ouais. Une chaudière à condensation permet de consommer 30% d'énergie en moins si on l'entretient correctement tous les ans. Le matériel a certaines contraintes et donc il faut les respecter. Sinon, après, c'est la catastrophe, c'est la machine surconsomme, ou alors on n'est pas chauffé correctement, ou c'est inconfortable, voilà. Dans le camion aussi, des panneaux solaires qui vont réchauffer 70% de l'eau chaude sanitaire à l'année. Dans les combles, un autre artisan travaille à l'installation d'une VMC double flux qui, elle aussi, va permettre de faire des économies d'énergie. Le principe est simple, l'air vicié est aspiré, tout se passe dans une grosse boîte qui retient la chaleur. Elle est ensuite renvoyée dans la maison avec de l'air qui vient de l'extérieur. Ça évite d'avoir des entrées d'air aux fenêtres. Voilà. Parce qu'on a des fenêtres bois alu super isolées. Si on met une VMC normale, même hygrométrique, il va falloir faire des entrées d'air. Alors que là, on aspire l'air dans les pièces humides et on l'insuffle dans les chambres et le séjour. Dans cette maison, pas comme les autres, où il fait en moyenne 19 degrés pendant toute l'année, le poêle est là surtout pour la décoration. Michel Tessier utilise une stère de bois par an. Il s'apprête à recevoir Alain Desmartons et son épouse. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Ils sont venus à la pêche aux idées dans cette maison passive, la première construite en Limousin il y a déjà 10 ans. D'après ce qu'on dit, une maison passive, on ne consomme pas d'énergie, quoi. Pratiquement pas. La maison passive, l'essentiel, c'est ce que le soleil nous envoie. Voilà. Alors on essaye, la chaleur qui est rentrée, on essaye de ne pas la perdre. Un petit tour du propriétaire et là, découverte intéressante. Le puits canadien. La construction de la maison. Le principe du puits canadien, c'est de préchauffer l'air qui va rentrer dans la maison. Donc vous voyez ici, alors, si vous mettez la main, vous pourrez sentir un petit peu, il y a l'air qui passe doucement. Oui, on le sent. Au lieu de prendre l'air directement à l'extérieur, l'air de l'extérieur, on vient chercher la température du sol. Température du Donc sol. on gagne des degrés. On gagne 10 degrés. Ouais, d'accord. L'air qui entre dans la maison fait entre 8 et 12 degrés. Le soleil, c'est bien pour se chauffer, mais en plein été, il faut aussi savoir s'en protéger.
Le système de store comme ça a l'avantage de pouvoir quand même laisser passer un peu de lumière, de filtrer, tout en protégeant du soleil. Et puis le régler comme on veut, quoi. Et le régler comme on veut. Et c'est important de penser à ça aussi bien pour les fenêtres à l'est, alors surtout au sud bien sûr, mais également à l'est et à l'ouest, parce qu'en été, le soleil d'ouest, il contribue beaucoup à chauffer les maisons. Parce que c'est bien l'hiver, mais l'été, il faut qu'on puisse aussi être bien, quoi. Alors ça, c'est capital, disons. Nos spécialistes en économie d'énergie ont passé le reste de l'après-midi à échanger sur leurs projets. Nous nous sommes retirés sur la pointe des pieds, convaincus que pour contribuer à sauver la planète, il est nécessaire de prévoir de gros investissements. Au départ, pas toujours facile pour les jeunes couples qui s'installent, d'autant que pour les maisons neuves, il n'existe plus aujourd'hui aucun crédit d'impôt. Les énergies renouvelables sont-elles vraiment l'avenir? On va en parler. On retrouve Vincent Vignon, qui représente l'association France Énergie Éolienne. La France, on le disait tout à l'heure, va devoir produire plus d'énergie renouvelable pour notamment rattraper son retard en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est capable? On a toutes les technologies qui sont disponibles pour envisager une production d'électricité 100% renouvelable en France et dans les prochaines années. Et pourquoi on est alors qu'à 16% d'énergie renouvelable consommée en France? Parce que le changement prend du temps, parce que les règles doivent s'adapter pour nous permettre d'aller, pour reprendre l'expression, plus vite, plus fort, plus loin. Et puis on doit aussi assumer les choix politiques qui ont été faits il y a plusieurs décennies et tourner la page, c'est toujours compliqué. Alors pour autant, on l'a vu dans un de nos reportages, la plus grande centrale photovoltaïque de France, qui est en Gironde, produit l'équivalent, je relis ma note, d'un tiers de la puissance d'un réacteur nucléaire. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir se passer de cette énergie nucléaire? Oui, parce qu'en parallèle de la production, on doit bien évidemment envisager les économies d'énergie et la sobriété énergétique. Le sujet, c'est produire en local. On parle de circuit court, c'est valable aussi pour l'électricité. Et on n'a pas de production d'électricité sans aménagement. Donc oui, on va avoir des panneaux solaires et oui, on va avoir des éoliennes. Bon, alors, ces éoliennes, comme ici, où les panneaux solaires, ils ont quand même un handicap. C'est s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil, quand même la moitié de la journée, comment on fait si on a besoin d'énergie? On est capable d'anticiper la production et la consommation. Et donc on va pouvoir mettre en phase, notamment à l'avenir avec des signaux tarifaires pour inciter les gens au lieu de faire tourner sa machine, son lave-linge la nuit lorsque l'électricité aujourd'hui est pas chère parce qu'on a le nucléaire qui est produit en base, et demain ce sera entre midi et 14h que l'électricité sera le moins chère parce que c'est là où le solaire va produire. Mais est-ce que pour autant, ce sera ma dernière question, toutes ces énergies renouvelables, les éoliennes, il y a besoin d'entretien, les panneaux solaires aussi, est-ce que ça va faire baisser notre facture d'électricité? Ça va empêcher qu'elle monte trop vite, puisqu'aujourd'hui, on le sait, toutes les planifications et les prévisions l'ont inscrite. Le changement, que ce soit la prolongation des réacteurs nucléaires ou leur fermeture, ça va coûter très cher à tout le monde. Le sujet des énergies renouvelables, c'est quand même qu'au final, ça coûtera moins cher. Il faut juste avoir la capacité de regarder à 30 ou 40 ans. Ça va produire de l'électricité moins chère que si on restait dans le système actuel. De retour sur le barrage du Saillant en Corrèze, où je retrouverai tout à l'heure mon dernier invité pour parler de l'avenir de l'hydraulique, première source d'énergie renouvelable en France. Aujourd'hui, notre électricité est avant tout nucléaire. Pour réduire cette part, l'État s'est engagé à fermer 14 réacteurs d'ici 2035, 14 sur la soixantaine existants. Nos centrales nucléaires sont régulièrement remises en cause pour leur coût et leur sécurité. C'est le cas pour la centrale de Civaux au sud de Poitiers, enquête au cœur et autour de la dernière née du parc nucléaire français. C'est un site sous étroite surveillance, à l'activité permanente. Comme chaque matin, ce technicien va tester la qualité de l'air. Alors là, je suis en train de changer, de remplacer le filtre de prélèvement qu'on fait quotidiennement. On contrôle qu'il y a de la non-radioactivité. C'est dans ce laboratoire que les contrôles radioécologiques sont réalisés. Chaque année, 20 000 mesures sont ainsi effectuées sur l'air, l'eau, l'herbe ou le lait. Implantée au bord de la Vienne, la centrale de Civaux
est la dernière née des installations françaises, en activité depuis 1997. Avec 19 milliards de kilowattheures, elle produit chaque année l'équivalent de la moitié de la consommation électrique de Nouvelle-Aquitaine. Une structure implantée sur 200 hectares et où travaillent en permanence 1200 personnes. Qu'est-ce que tu vois là dehors? C'est les vapeurs? C'est les cheminées là-bas? Il y a 2 ans, Aurore et sa famille ont décidé d'emménager à Valdivienne, à 3 km à peine de la centrale. Ça a été pour nous une opportunité et quand on a acheté la maison, on s'est en tout cas pas soucié de savoir si on était à proximité de la centrale. On a vu qu'au niveau rapport par rapport à la maison, par rapport au cadre de vie, par rapport à la valeur de la maison, c'était intéressant. Cette proximité impose quand même une précaution, celle d'avoir à disposition des comprimés d'iode. Là, je les garde en fait dans le tiroir de la cuisine pour pas les mélanger aux autres médicaments et les avoir à portée de main pour pouvoir les prendre rapidement s'il y avait besoin. Dans un rayon de 10 km autour de la centrale, les habitants doivent retirer leurs comprimés d'iode en pharmacie. Tous sont aussi censés être informés régulièrement par courrier sur les autres mesures à observer en cas d'accident nucléaire. Bonjour papa, Voilà. ça va? Ça va. Merci. Donc Papier, ça c'est ce que papier. tu as reçu en lettre d'information. Donc un courrier, petit courrier comme ça. Tout ce que j'ai reçu. En cas d'accident, vous serez alerté et informé. La sirène, les appels téléphoniques si on est dans un rayon de 2 km. Toi, tu les as eus, nous, on les avait pas eus. Oui. Et on était quand même sur la commune. Si la campagne elle est renouvelée, il y a eu quand même un défaut d'information, en tout cas pour certains. Plus de 20 000 personnes vivent dans les 19 communes autour de la centrale. Une présence devenue presque familière et dont les retombées économiques sont importantes. À l'hôtel de la Plage, on accueille régulièrement des employés du site de Civaux. C'est toute une activité autour. Parce qu'en fait, il y a nous en hôtellerie, mais il y a aussi tous ceux qui sont autour, qui font des gîtes, des chambres d'hôtes, tout ça. Ça fait marcher les boulangeries, les épiceries. L'épicier qui est en face, elle fait travailler. Bon, je parle pour chez nous. À 60 km de là, du côté de Mirebeau, certains ne partagent pas cette apparente sérénité. Jacques Terraché fait partie du réseau Sortir du nucléaire et connaît bien la centrale de Civaux. Alors, ce sont les plans SEC nationaux concernant la distribution d'iode et puis l'accident nucléaire majeur. Militant, il se définit lui-même comme un lanceur d'alerte. Nous essayons de faire ressortir les problèmes qui sont mal résolus ou en cours de... Comme les histoires de fuite de tritium, par exemple. On attend des réponses depuis des années, on n'a pas de réponse satisfaisante. La population française est sous une épée de Damoclès, oui, d'où l'utilité de ces plans-là. Enfin, l'utilité, la nécessité d'avoir le plan, tout au moins. Mais si ça casse vraiment chez nous, la population va souffrir, la France va souffrir très fort. On prend des risques énormes. Sa voix, Jacques Terraché tente de la faire entendre. À l'hôtel du département, 2 fois par an, se réunit la commission locale d'information de Civaux. Mise en place en 1981, elle a pour mission de renseigner le public sur le fonctionnement de la centrale. Élus, membres d'associations, directions, agences de santé, tous sont là pour échanger. Avec une intervention toujours très attendue, celle de l'autorité de sûreté du nucléaire. En mars dernier, sa représentante rappelle à l'ordre la direction. La centrale de Civaux présente des performances en matière de sûreté qui sont en retrait par rapport à la moyenne du parc en 2018, notamment en raison des erreurs de maintenance qui ont été commises en 2018. Et l'ASN est également vigilante sur la thématique de l'environnement, puisque nos inspections ont montré que la centrale avait des difficultés à gérer une pollution accidentelle de son réseau d'eau pluviale. En 2018, en effet, l'ASN a simulé le déversement d'acide chlorhydrique et pointé du doigt une défaillance pour y faire face. Depuis, des mesures ont été prises, en attendant la création d'un bassin de rétention des eaux usées. L'idée, c'est d'être plus réactif sur la collecte d'un éventuel épandage accidentel en dehors des bâtiments. Si ça atteignait malheureusement le réseau d'eau pluviale, à ce moment-là, le témoin fait l'appel du 18
et immédiatement, à distance depuis la salle des commandes, on peut déclencher le gonflement d'un obturateur dans la canalisation d'eau pluviale. Et ça coupe immédiatement le débit. On confine ainsi, on collecte l'épandage accidentel qu'on peut pomper, analyser et éliminer en déchets. L'année dernière, le gendarme du nucléaire a mené sur le site 24 inspections, dont 7 de manière inopinée. Chaque événement relevé est scruté de près par les observateurs, comme ici, à l'association Vienne Nature. Le nucléaire, contrairement à ce qu'on entend très souvent, c'est pas une énergie propre. Je mettrai des guillemets à propre, parce qu'effectivement, comme toute activité industrielle, il y a des rejets, il y a des déchets. Et en particulier, si on considère la Vienne, il y a des rejets qui sont tout à fait légaux, qui sont dans les limites réglementaires, mais il n'empêche que des produits atteignent la Vienne. Alors, on pense aux rejets radioactifs, et effectivement, il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, mais il y a aussi des rejets chimiques. La direction, elle aussi, reste attentive. Car à l'heure où le débat sur le nucléaire n'a jamais été aussi vif, l'image de la centrale est essentielle. Aujourd'hui, nous, on a une responsabilité. C'est notre responsabilité en termes de sûreté nucléaire, d'environnement, de sécurité du personnel. Ça fait aussi partie des enjeux de l'industrie. Et forcément, l'image est aussi quelque chose qui est important. On se doit de montrer, de donner confiance dans ce qu'on fait, puisque finalement, notre acceptation sur le territoire, elle repose sur le fait que les gens ont confiance. Et donc, c'est à nous de prouver qu'on peut nous faire confiance. En termes d'image, beaucoup de choses ont changé après le 11 mars 2011 et la catastrophe de Fukushima. En matière de sécurité également, EDF a ainsi choisi d'installer des diesels d'ultime secours, moteurs capables de fournir de l'électricité au système de sûreté en cas d'accident. À Civaux, il devrait être opérationnel cette année. À quelques mètres, la force d'action rapide nucléaire, elle, semble prête à intervenir. Il en existe 4 en France. Ici, 70 personnes ont été recrutées en interne et dotées d'importants moyens rapidement mobilisables. Notre mission, c'est d'apporter des moyens humains et matériels sur un site qui se retrouverait sinistré, soit à la suite d'intempéries ou de conditions climatiques extrêmes, ou suite à un accident d'origine variée, mais qui peut avoir des conséquences sur l'exploitation nucléaire. À Tercé, la présence de la centrale nucléaire est depuis longtemps intégrée par la population. Il n'y a jamais personne qui vient ici pour poser des questions. Jamais. Jamais. On n'en discute même pas. Incluse dans un rayon de 10 km, la municipalité fait partie du plan particulier d'intervention mis en place par la préfecture. Pour faire face à un éventuel accident, Christian Richard a donc dû élaborer un plan communal de sauvegarde. Les autorités, j'espère qu'elles sont prêtes. Nous, si on est prévenu dès qu'il y a l'incident et si on a 24 heures ou quelques heures pour les gens, je ne sais pas s'ils en ont vraiment conscience. Je ne suis pas sûr. Mais nous, on sait que s'il y a quelque chose, on sera sur le terrain. Ça, on en a conscience, oui, évidemment. En 2019, ce périmètre de sécurité renforcé a été élargi à un rayon de 20 km autour de la centrale. C'est une des autres conséquences de Fukushima et de la volonté affichée des autorités de mieux prendre en compte le risque. Alors qu'avec la transition énergétique, la part du renouvelable devrait progresser et celle du nucléaire diminuer, les vapeurs de la centrale de Civaux devraient être visibles dans le ciel du Poitou et au-delà pendant encore plusieurs décennies. Si EDF exploite toutes nos centrales nucléaires en France, elle ne gère qu'une partie des barrages hydroélectriques. Par exemple, la soixantaine d'ouvrages ici sur la Dordogne et ses affluents, comme la Vézère où nous nous trouvons sur le barrage du Saillant pour la fin de cette enquête de région consacrée à la rentabilité des énergies renouvelables. Bonjour Vincent Marmonnier. Bonjour. Vous êtes directeur EDF Hydro pour justement la vallée de la Dordogne. L'avenir de l'hydraulique, première source d'énergie renouvelable en France, on va en parler. Les barrages de la vallée de la Dordogne fournissent combien d'énergie? Le complexe hydroélectrique de la vallée de la Dordogne, c'est 58 barrages, 28 centrales hydroélectriques qui produisent chaque année l'équivalent de la consommation d'1 million de personnes. 1 million de personnes. 1 million de personnes. Plus qu'un réacteur nucléaire en comparaison? En termes de puissance, c'est l'équivalent d'un réacteur EPR. Et en termes de production, c'est aussi l'équivalent d'une tranche nucléaire. Mais c'est de l'énergie 100% renouvelable, 100% décarbonée. La rentabilité de l'hydraulique, elle dépend de la météo. Voilà, quand il y a des années où il pleut beaucoup, elle est meilleure que d'autres. Mais chaque année, nous continuons à les moderniser pour en améliorer
la performance et la disponibilité, c'est ce qui en fait la rentabilité. Alors aujourd'hui, à peine 10% de notre consommation électrique provient de l'hydraulique. Quel est le principal frein aujourd'hui au développement de cette énergie verte? Alors l'hydraulique, c'est certes 10% de la production, mais c'est une énergie qui est indispensable au fonctionnement de ce qu'on appelle le mix énergétique. Faire plus hydraulique, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible. Il y a encore des possibilités de développement de l'hydraulique. D'ailleurs, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a un des objectifs qui est de développer l'hydraulique là où c'est possible. Mais la grande majorité des sites équipables aujourd'hui sont équipés. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de moderniser, de rentabiliser plus les barrages existants. L'enjeu, c'est de moderniser les aménagements existants, améliorer leur performance, parce que comme je le disais, l'hydraulique est au cœur de la transition énergétique. On a besoin de l'hydraulique pour développer les énergies dites intermittentes, photovoltaïques, solaires. Et donc nous devons améliorer la disponibilité, la performance de nos machines pour justement jouer ce rôle central au cœur de la transition énergétique. Notre pays devra produire beaucoup plus d'énergie renouvelable pour rattraper son retard en Europe et répondre aux enjeux climatiques de demain. Combien cela nous coûtera-t-il? Difficile de le savoir aujourd'hui. Mais alors que la France vient de prendre l'engagement de fermer prochainement ses dernières centrales à charbon, nos voisins espagnols sont déjà dans une autre sphère. Le gouvernement espagnol promet 100% d'énergie recyclable en 2050 et dire que nous sommes à peine à 16% aujourd'hui en France. A bientôt pour un nouvel enquête de région.